Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Marc Fesneau, qui est député MoDem du Loir-et-Cher et président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Marc Fesneau, bonjour. Alors, j'ai écouté François Bayrou hier, vous êtes proche de François Bayrou. Je vais peut-être être un peu critique dans ma première question, mais je l'ai entendu à propos du conclave des retraites nous dire quoi ? Remarquablement utile, inédit, incroyable. Franchement, est-ce que le Premier ministre n'en fait pas un peu trop ? Non, je crois pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on oublie assez vite dans ce pays d'où on part. On part d'une réforme des retraites, d'ailleurs on part de plus loin que ça. On part d'un projet de réforme des retraites par points sous Édouard Philippe, oui. Lequel projet est abandonné. À regret d'ailleurs pour beaucoup, à regret pour vous. À regret pour moi, mais pas la peine de pleurer sur le lait renversé, une fois que c'est fait, et on voit bien que une fenêtre s'est fermée ce jour-là, et c'est dommage. Et depuis, donc c'était 2020. Depuis le Covid, etc., et la réélection du président de la République. Le président de la République annonce qu'on ira vers les 64 ans. Et puis la loi avec Elisabeth Borne, première ministre, et depuis 2020, on n'est pas d'accord sur la question de l'âge de la retraite. On n'est pas d'accord sur la question de la décote. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets. En quoi c'est incroyablement, pour reprendre le vocabulaire de François Bayrou, intéressant de voir ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des syndicats, en tout cas majoritaires dans leur expression, en nombre je veux dire, je pense en particulier à la CFDT, ont dit qu'ils étaient prêts à acter d'une certaine façon dans un accord l'âge de 64 ans. Ce qui est une grande nouvelle, parce que si on n'arrive pas à se dire qu'il y a quelque chose autour de l'âge qu'il faut travailler, ça ne se fait pas. Et deux, parce que c'était le corollaire, et là pour le coup ça n'est pas encore abouti non plus, pour avoir un accord global, ils ont décidé de travailler sur la pénibilité, sur la décote, qui est quand même le truc, le dispositif le plus injuste. Que la décote, c'est le dispositif qui tape ceux qui manifestement n'auront pas une grande retraite déjà, et deux qui ont une carrière hachée, et qui est obligé qu'on soit à taux plein qu'à 67 ans. C'est-à-dire qu'on faisait croire qu'on partait à 62, et en fait on partait à 67. Avec une retraite pleine. Avec une retraite pleine. Donc, donc tout ça c'est quand même des gains. On va passer à 66 et demi. C'est un accord qui a été trouvé. Et c'est pas rien dans la vie de quelqu'un de pas avoir de décote, parce que ça c'est sonnant et trébuchant. Je rajoute, et j'en finis, pardon, je dois être un peu long. Allez-y. Pour dire qu'il y a du contenu dans cette affaire-là. Oui. Il y a l'affaire, vous savez qu'on calcule sur les 25 dernières années, et pour une femme avec un enfant, on sera sur 24, et avec deux, on sera sur 23, et donc ça aussi, c'est des gains. Amélioration pour la retraite des femmes. Donc on améliore sur le temps pour un certain nombre de ceux qui sont les plus fragiles, parce que la question du système de retraite, c'est la question de traiter ceux qui sont le plus en difficulté. Celui qui gagne beaucoup d'argent, il va se faire sa retraite sans aucune difficulté. Le salarié qui a peu de revenus, la question de la décote et la question du montant de sa retraite, c'est important. Oui, mais Marc Fesneau, rien sur la pénibilité pour l'instant, parce que le MEDEF, franchement, est assez arc-bouté sur cette question et bloque la CPME, les petites et moyennes entreprises. La CPME est prête à des avancées, mais pas le MEDEF qui représente les grandes entreprises qui devraient là quand même peut-être s'engager un peu plus, je ne sais pas. Enfin bon, je partage votre point de vue. Je pense qu'on a besoin d'avoir, parce que je trouve que les organisations salariales, de syndicats de salariés, ont fait preuve d'une grande esprit de responsabilité, sans faire des moulinets, en essayant de trouver un point d'équilibre, comme ils le font d'ailleurs sur les régimes de retraite complémentaires, là avec le MEDEF et la CPME. J'attends en effet du MEDEF que je comprends qu'il faille en discuter encore, mais qu'il y ait une part d'effort qui soit faite, parce que je vois bien ce qu'ils ne veulent pas. Alors on a réintroduit les critères, sauf qu'il n'y a pas un accord global sur la façon de les réintroduire. Les uns disent c'est global, le MEDEF dit il faut qu'il y ait une visite médicale au fond. Je pense que chacun doit faire sa part, parce qu'il me semble que la question sur ce sujet-là, c'est pas d'avoir un compromis pour un compromis, mais d'avoir un compromis politique et social. L'idée de se dire, voilà ce sur quoi on peut faire un chemin les uns vers les autres, c'est un élément déterminant. Donc il me semble que le MEDEF, dans ce moment-là particulier, sans le cibler en tant que tel, il a une responsabilité particulière. Vous le ciblez. Non mais ciblé au sens... oui, je comprends ce que vous voulez dire. Violent du terme. Mais ils ont une part de responsabilité, on peut pas dire en plus à chaque fois... On est prêt à discuter entre nous, mais si on n'est pas d'accord, c'est l'État qui fera. Parce qu'après, on vient se plaindre du fait qu'on ne respecte pas les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ils ont la clé. Et le MEDEF en particulier dans cette affaire. Alors, Marc Fesneau, maintenant, il y a encore 2-3 semaines qui sont accordées. Bon, mais après, si le MEDEF ne bronche pas, s'il n'y a pas d'accord sur la pénibilité, il n'y aura pas d'accord global. Et à ce moment-là, il se passe quoi ? Il se passe que les avancées seront inclus dans le futur budget de la sécurité sociale. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bon. C'est l'hypothèse au cas où il n'y ait pas un accord global. Moi, je préférerais, je crois comprendre que François Bayrou aussi, préférait qu'il y ait un accord global. Je trouve que ça serait plus puissant.
Oui, d'accord, mais bon, s'il n'y a pas d'accord. Moi, je pense, j'ai expliqué tout à l'heure d'où on partait depuis 5 ans, et à la vérité, d'où on partait depuis 10 ans, parce que cette question-là, elle traîne depuis 10 ou 15 ans, avec un objectif d'équilibre à 2030. Donc tout ça est intéressant quand même de faire cheminer et de regarder si dans 15 jours, il n'y a pas un accord global. J'ai entendu hier le MEDEF. Moi, j'ai tendance à essayer de croire ce que les gens disent, qu'ils étaient prêts à faire un effort et qu'ils étaient prêts à travailler sur cette pénibilité. Et donc, soit il y a un accord global, et auquel cas c'est une chose beaucoup plus puissante, sinon il y a un PLFSS où on peut introduire un certain nombre de ces mesures. Et est-ce qu'il n'y aura pas, donc, qu'est-ce qui sera présenté au Parlement à l'automne? Rien sur les retraites, alors? À date, c'est PLFSS. Bon, ce qu'a dit François Bayrou. À date, c'est uniquement le PLFSS. La loi Borne va s'appliquer, s'applique. Il n'y a jamais eu, d'ailleurs, je rappelle, parce que j'entends les socialistes avec une part de mauvaise foi grandissante, on va dire ça comme ça. Ah, je vais y venir, tiens. Nous expliquer que François Bayrou avait promis de revenir à 62 ans. Je ne sais pas s'ils sont fait berner, mais ils bernent les gens à qui ils disent ça. Parce que personne... Et on a même reproché à François Bayrou de dire 64, c'est quand même manifestement le point de base, si je peux dire, de la discussion, parce que sinon, il n'y a pas d'équilibre des retraites. Donc, faire semblant aujourd'hui de dire qu'il y aurait un texte d'abrogation, à ce moment-là, ça voudrait dire que les partenaires sociaux n'ont travaillé pour rien. Qu'est-ce qu'on dit à la CFDT qui fait sa part de l'effort en contrepartie des cotes, de pénibilité, de situation des femmes, si en même temps on dit « Ah ben non, c'est abrogation soit à 62 ». Oui. Bon, Marc Fesneau, donc motion de censure du PS. Mardi. Oui, mardi. Vous en pensez quoi de cette motion de censure? Dites-moi. Je vais essayer de pas être désagréable, mais quand même. Mais si, soyez désagréable. Essayez de. Vous avez envie de l'être. Mais non, mais vous essayez de pas l'être. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez, non, parce Marc Fesneau, quand vous me dites j'essaierai de pas l'être, ça veut dire que vous avez envie de l'être. Oui, je vais essayer de pas être blessant. Mais oui, alors allez-y. Il vote la motion de censure au mois de décembre à l'endroit de Michel Barnier. Il se retourne, il dit mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'ils se font d'ailleurs engueuler sur le terrain. Donc il décide de se dire il faut à toute force qu'on dise que maintenant on est coopératif parce qu'on a bien vu qu'électoralement ça marchait pas. Donc ils disent on est prêt à ne pas voter la motion de censure contre François Bayrou. Le Congrès se passe et aussitôt il faut quand même revenir sous les fourches codines de LFI parce que par ailleurs il y a aussi des municipales en disant c'est affreux, François Bayrou a trahi sa parole. Non mais je pense que c'est pas, honnêtement, c'est pas crédible. On peut pas faire de la politique comme ça. Je disais. Comment la qualifiez-vous, cette manière de faire de la politique? Erratique et peu crédible. Je trouve que moi, j'ai toujours, et c'est un centriste qui le dit, j'ai toujours pensé qu'il fallait une droite existante et forte, une gauche existante et forte. Mais pour qu'elle soit existante et forte, il faut qu'elle soit responsable. Il faut qu'elle soit en situation de gouverner. Le PS se couche devant LFI? Je sais pas s'ils se couchent, mais en tout cas, manifestement, ils ont décidé d'être sous la domination de LFI, en permanence. Il y a eu une tentative, il faut saluer tous ceux, non pas qui veulent faire la guerre à LFI, mais tous ceux qui disent qu'il faut qu'on soit indépendant d'LFI, parce que sinon, on se retrouve dans des accords électoraux à dire n'importe quoi, et surtout à dire, parce que ça, il y a du cynisme aussi dans tout ça. S'il y a un socialiste qui pense crédiblement qu'on peut revenir à 62 ans sans que ça n'ait des conséquences sur les pensions de retraite, sans qu'on soit obligé d'augmenter la décote, eh bien, qu'on me le présente. Parce que il y a quelque chose d'extrêmement hypocrite et dangereux dans la vie publique quand on sait par avance qu'on ment et qu'on continue à le faire parce que c'est le prix d'un accord électoral. Bien. Le vrai rendez-vous pour François Bayrou, c'est le budget. Bien sûr, mais c'est évidemment pas que pour lui d'ailleurs. C'est un rendez-vous pour nous tous, je crois. Oui, parce que je vais y venir. D'ailleurs pour ceux que je viens d'évoquer, les socialistes. C'est le vrai rendez-vous, Là, le Rassemblement national est clair. Nous censurerons le gouvernement lors du budget. Si le RN censure, l'avenir de François Bayrou paraît difficile. Mais pour en discuter beaucoup avec François Bayrou, il faut qu'on essaie de ne pas... Il se prépare à son départ? Il se prépare surtout à présenter un budget. Oui, ça, je... Non, parce que si vous commencez à rentrer en disant je vais partir, vous ne vous préoccupez que votre départ. Alors, je vais y venir. La question, c'est pas de se préoccuper du départ. La question, c'est de se préoccuper de qu'est-ce qu'on met sur la table pour qu'enfin, dans ce pays, on essaie de saisir des situations. Alors, nous sommes tous et collectivement, parce qu'il faut pas jeter la pierre aux autres, il faut balayer devant sa porte, responsable de dire il faut faire des économies, et dès qu'on dit passe devant, c'est toi qui l'as fait, tout le monde dit ah non, pas moi. Bon. Mais, là, oui, il y a un sujet budgétaire, mais c'est un sujet de responsabilité. Donc c'est pas un sujet de Bayrou, pas Bayrou, censure, pas censure. C'est est-ce que dans ce pays, on arrive à construire un budget qui soit tenable, soutenable, dans la durée. Et c'est ça qui est le rendez-vous qu'on a à la rentrée. Oui, bien sûr. À la rentrée, et déjà mi-juillet. Mi-juillet, puisqu'on attend les propositions du Premier ministre à la mi-juillet. Tout ça sous la lumière de la dette. 3 345 milliards fin mars, 114% du PIB. C'était 57% en 1995. Donc cela fait maintenant 40 ans, 30 ans. 30 ans plus tard. Que ça augmente.
30 ans que la dette augmente dans ce pays. Il va falloir trouver des économies. Oui. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont avancées. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à une année blanche en 2026 ? Moi, je trouve que c'est une piste qui est intéressante. Alors après, il faut savoir ce qu'on détermine dans une année blanche, parce que c'est les minima sociaux, c'est... bref. Ça veut dire qu'on reconduit les dépenses de 2025. Ouais, alors c'est pas que les dépenses, c'est aussi que on ne tient pas compte de l'inflation dans un certain nombre de revalorisations. Donc c'est-à-dire qu'on ne revalorise pas les retraites sur l'inflation, on ne relèverait pas les aides sociales sur l'inflation. C'est ça l'année blanche, parce que il ne faut pas raconter de carabistouille, comme on dit. Donc après, est-ce qu'il faut pondérer ? Mais je pense que le principe de dire, c'est une question d'équité entre tous dans cette affaire-là, de dire chacun fait la part d'effort. Le début de la part d'effort, c'est on procède pas aux revalorisations liées à l'inflation. Ça me paraît une piste intéressante. Ça fait pas 40 milliards, hein ? Non. C'est entre 15 et 25 selon... Entre 15 et 25, selon la police, selon les organisateurs, comme on dit. Et de nombreux milliards, dont des efforts seront... Mais c'est quand même pas rien, 15 à 20 milliards. C'est pas rien. Donc de nombreux efforts seront demandés à tous les Français, on est bien d'accord. Hein. Oui, mais je pense que ce pays a besoin que nous saisissions collectivement, mais... il faut que les Français qui ont le plus à contribuer contribuent le plus, et ceux qui sont les plus en difficulté contribuent moins. Mais faire croire que tout le monde ne sera pas mis à contribution, ça sera un mensonge. Mais c'est aussi l'intérêt de tout le monde qu'on arrive à redresser cette barre-là, parce que je garantis que si nous avions un accident, y compris un accident de dette, avec des taux qui montent, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'est les plus pauvres qui seront les premières victimes. Et que donc on a intérêt collectivement à nous saisir de cette question, et que donc personne ne peut complètement se délester de cette question, même si je considère qu'il y a une part de justice fiscale, de justice, de l'effort qui doit être fait. Parce que sinon, nous sommes un pays qui est très épris de justice. S'il y a le sentiment que c'est les plus fragiles qui seraient les plus touchés, alors là, il y aurait un problème. Donc, il faut absolument faire contribuer les très très riches. C'est ce qu'on a fait l'an dernier avec la contribution exceptionnelle sur les revenus. C'est ce que vous pensez qu'il faut refaire ? Moi, je pense que qu'il faut refaire. Et d'ailleurs, quand vous en parlez avec un certain nombre d'entre eux, ils comprennent qu'ils puissent aussi... Parce que c'est une affaire de cohésion sociale, de contrat social, cette affaire-là. Ils pensent que si c'est un élément qui permet aussi ce contrat social et cette cohésion sociale, c'est mieux. Et c'est mieux aussi pour les gens qui sont les plus fortunés que nous ayons un pays qui soit plutôt rassemblé que divisé. Oui, et la TVA sociale, vous êtes favorable ou pas ? J'ai du mal à en percevoir parce que là, pour le coup, il y a un sujet. Parce que dans le panier global, c'est quand même plutôt les plus modestes qui sont touchés. Je comprends la mécanique qui dit oui, mais on vient toucher les importations. Et donc, on fait contribuer au modèle social les pays qui sont importateurs chez nous. J'ai du mal à en être convaincu. Donc, je veux bien toutes les démonstrations qu'on veut, mais j'ai du mal à en être convaincu. Par ailleurs, je pense que c'est un sujet, pardon de le dire, c'est le budget 2026. Je pense que c'est un sujet de présidentiel, ça, parce que c'est un sujet, au fond, de bascule complète du système social, de faire porter moins sur l'activité et les entreprises et de faire porter plus sur la consommation. Est-ce qu'au moment où nous en sommes, il faut regarder comment se passe l'Assemblée, j'étais encore en séance hier soir, croire que nous pourrions trouver une majorité sur une bascule aussi profonde, j'ai quand même des doutes. Donc, mais peut-être que ce chemin-là est... Est-ce qu'il y a d'autres pistes d'économie qui sont sur la table, là, Marc Fesneau ? Les autres pistes, c'est de regarder autour... alors, d'abord, moi, je considère que, avant de vous répondre, ce que je fais généralement, il faut éviter de sortir la moindre prise pour l'instant, parce que dès qu'on en prend une... Ça fait débat. Et non, mais immédiatement, on dit c'est un ballon d'essai, ça fait polémique et on tue la mesure. Oui. L'an dernier, on avait dit il n'y a qu'à supprimer telle ou telle agence. Résultat des courses, on l'a pas fait. Donc ceux qui s'amusent à dropper, comme on dit, des propositions sans être dans un bloc, ça ne va pas, parce que je pense que sinon on isole le sujet. Mais pour répondre à votre question, parmi les pistes, on a parlé de l'année blanche, on a parlé de peut-être un certain nombre de mécaniques d'intervention de l'État sur un certain nombre de sujets où il faut se dire de quoi on a besoin en plus grande urgence en termes d'investissement, et puis de réduire la voilure sur les 1, 2 ou 3 années suivantes. On a évoqué la question des agences. Il y a une part d'économie à faire dans les agences. Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, 60%, enfin plus que ça même, mais 60% de l'endettement qui s'est créé ces dernières années, c'est la part sociale. Donc c'est retraite, santé, chômage. Donc il va falloir qu'on regarde là-dedans ce qu'on peut faire comme part de l'effort. Alors, il y a tout un débat avec les chauffeurs de taxi, que je comprends d'ailleurs pour les chauffeurs de taxi, mais un système où on a une croissance aussi exponentielle de la dépense, on a un problème dans ce pays. Et donc, c'est une tension permanente, parce qu'à la fois on dit qu'il faut faire des économies, et puis les mêmes qui disent ça disent ah oui, il faut soutenir les taxis. Mais c'est pas la question de soutenir les taxis, parce que je pense que tout le monde a envie de soutenir les taxis. Mais vous avez un système qui s'est, comment dirais-je, sédimenté, où vous faites vivre les taxis avec de l'argent public. Alors, je vais revenir.
je vais revenir sur les dépenses de l'État, mais les jours d'arrêt indemnisés ont bondi de 25%. Oui, mais ça, il y a un travail à faire. D'ailleurs, nous l'avions proposé l'an dernier. Nous avions proposé l'an dernier, notamment sur le jour de carence, d'aller plus loin. Oui, mais ça, c'est des propositions. Sur le jour de carence, d'aller plus loin, c'est-à-dire 3 jours de carence. Mais ça ne me paraissait pas. Alors, on l'avait proposé l'an dernier. Je c'est pour ça que je vous en parle. Ça fait partie, j'imagine, des voies qu'explore le gouvernement. Pour le coup, je n'ai pas ni d'informations à donner. On pourrait passer à 3 jours de carence. Non, je dis pas ça. Je dis, moi, c'est une piste qu'il faut explorer. Parce que je pense que quand un système dérive à ce point-là, il y a quelque chose qui est en train de dysfonctionner et se prennent Vous parliez des Français. Des habitudes qui sont complexes. Oui, je vous coupe, Marc Fesneau, mais vous parliez des Français tout à l'heure. Mais je me mets à la place des Français qui ne comprennent pas. Je regarde la situation. On nous dit 3 345 milliards de dettes. On voit l'État dépenser de plus en plus. Franchement, de plus en plus. Mais il dépense pour nous, l'État. Hein. Non, mais d'accord. Oui, il dépense pour nous. Oui, mais attendez, moi je suis français, j'entends quoi aux infos ce matin? J'entends que les prisons sont surpeuplées, qu'il y a dans des prisons qu'on ne peut plus accueillir le moindre condamné. J'entends qu'on ne trouve plus le moindre professeur, qu'il n'y a plus de professeurs candidats. Service public, tout ça. C'est-à-dire qu'on est endetté de plus en plus, on dépense de plus en plus, et les services publics sont souvent de plus en plus en difficulté. Alors, il faudra qu'on m'explique. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que nous sommes un pays d'une paradoxe, c'est totalement paradoxal. Nous sommes le pays qui dépense le plus pour ses services publics. Oui. Et sans doute le pays pour lequel l'efficacité est la plus challengée, à bon titre d'ailleurs, par nos concitoyens. Donc on a un problème. Alors, ça fait 25 ans qu'on fait la même chose, c'est-à-dire que les uns disent faut faire un coup de rabot généralisé, à l'aveugle, puis on y revient parce que les revendications des uns et des autres fait qu'on y revient, puis il y a ceux qui disent il y a des besoins supplémentaires, il faut donc augmenter la dépense, il faut donc augmenter la recette, puisqu'il n'y a que ça comme voie, il faut augmenter les impôts. Moi je pense que tant qu'on ne se pose pas la question de structurellement, la question de l'éducation nationale, c'est une question de désaffection et de démotivation des profs, qui est une désaffection très profonde. Puis ils sont mal payés. Parce qu'on nous explique, c'est ce que j'appelle... Mais même revalorisés, ils sont encore mal payés. Reconnaissons la part d'effort que nous avons faite, et quand je m'entends faire donner les leçons par les socialistes, c'est pas eux qui l'ont fait, cette affaire-là. Et pourtant, il paraît qu'ils s'occupaient de la question de l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le choix de dire, il faut des dizaines de milliers de plus de profs, qui sont pas fichus de recruter parce qu'il n'y a pas d'affection pour le poste. Vous en parliez tout à l'heure, ça n'a pas d'intérêt. Donc on a besoin la revalorisation monétaire, financière, mais il y a aussi une revalorisation tout court de ce qu'est le métier. Il y a une grande démobilisation parce qu'il y a une question de management dans ce ministère depuis des années. Et donc c'est sur lequel il faut travailler. Parce que je pense que si on est juste dans il en faut plus ou il en faut moins, sans se dire quel est le sens du service public qu'on veut fabriquer, sans se dire quel est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, alors on fait une erreur tragique. Je vais vous donner un exemple juste de ce qui s'est passé, je crois que c'est aujourd'hui ou dans les jours qui viennent que le président de la Poste va partir, Philippe Val. La transformation qui a été faite à la Poste est une transformation, moi je considère absolument exemplaire. Parce que la Poste, c'est 70% de courrier en moins depuis 20 ou 25 ans, si je dis pas de bêtises. Plutôt que de dire, on va faire comme s'il y avait encore du courrier, et donc on transforme pas notre outil. Ils ont dit on va transformer notre outil, on va développer d'autres gammes de services, on va organiser territorialement différemment notre offre. C'est une transformation archi puissante qu'on a fait du service postal, au risque si nous ne l'avions pas fait, qu'il n'y ait plus de poste. Et donc dans ce pays, plutôt que de se dire c'était mieux avant en permanence, on va retrouver ce qui était il y a 40 ans. Nous n'avons pas la même démographie, nous n'avons pas les mêmes besoins, les gens vivent différemment, la question de la mobilité est différente. Le numérique crée des offres et des risques d'ailleurs plus grands. Et moi, j'aimerais que sur ce modèle un peu qu'a fait la Poste, avec en plus un contrat social dans la boîte, qui est bien meilleur aujourd'hui qu'il y a 20 ans, avec des grèves qui sont beaucoup moins puissantes. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré les agents, on leur a dit, voilà la trajectoire, on va perdre du courrier. C'est comme ça. C'est la vie sociale et la vie d'une société qu'elle change. Et en même temps, on va vous trouver un chemin et un sens. C'est ça qu'on a besoin de faire sur les services publics. C'est ça qu'on a besoin de faire pour les profs. C'est ça qu'on a besoin de faire dans les collectivités. L'éducation nationale, évidemment. C'est ça qu'on a besoin de tracer. Donc c'est pas une affaire. Bon, mais ça, c'est un programme présidentiel, ça tient pour 2027. Non, mais je parle pas pour vous particulièrement. Vous m'avez fait peur. J'ai trouvé qu'il y avait assez de petits chevaux dans la course. Il y a assez de candidats quand même. Oui, il y a assez de petits chevaux dans la course. Je vous confirme. Vous avez vu un peu tout. Et puis il y en a un. C'est plutôt le trop plein que le pas assez. Dites-moi, il y en a un qui est déjà une fois sorti de l'eau à la bolle, les cheveux au vent, et qui tout à coup... j'ai reconnu, oui. Vous l'avez reconnu, oui. Il est là-bas au loin. Oui, mais le voilà qui approche. C'est Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je plaisante souvent, je souris souvent avec vos confrères en disant j'attends la couverture du « et si c'était lui ».
Nous en sommes à la 50e couverture de et si c'était lui, et si c'était elle. Donc on va laisser faire la couverture. On en reparlera plus tard. Je ne vois pas ce sur quoi ça se construit. Et là, c'est sur du sable, quoi. Il sort toujours de l'eau, quoi. Il marche sur le sable. Ça ressemble un peu encore au sable de la Baule, parce que je ne vois pas où est l'électorat. Et on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Mais à un moment, il faut quand même dire quel est le projet, quel est le programme, on peut pas dire je suis juste, parce que n'est pas De Gaulle qui veut, et Dominique de Villepin, moi je salue ce qu'il a fait à l'époque quand il a été ministre des Affaires étrangères. Mais je trouve que nous n'avons pas en permanence besoin de gens qui viennent nous expliquer qu'il serait le sauveur, et je pense que c'est d'ailleurs l'erreur de ce pays. On a besoin d'abord que des forces se rassemblent sur quand même quelque chose qui ressemblerait à un projet. Et pourtant, des sauveurs, vous en avez dans le socle dit commun. Je dis dit commun parce que je ne vois pas trop ce qui reste de commun entre LR, vous... c'est la difficulté, c'est qu'un socle, Gabriel Attal et Renaissance... La difficulté, mais c'est depuis Michel Barnier. Moi, j'avais... Le socle est fissuré, non ? La difficulté d'un socle, c'est qu'il faudrait qu'il soit solide, et j'ai pas ça sous les yeux, et commun, il faudrait qu'on soit d'accord sur un certain nombre de choses. Je ne vois pas ça non plus tous les jours. Mais la vérité m'oblige à dire que dans une réunion qu'on avait appelée de la dernière chance chez Michel Barnier, quand il est nommé Premier ministre, parce qu'il n'arrivait pas à composer son gouvernement, c'était pas au MoDem que ça posait le plus de difficultés. J'avais dit, on est ensemble. Je rappelle qu'il y a 3 mois, on n'était pas ensemble. Donc on devait avoir des divergences. Le mieux, ce serait de se dire ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord, et comment on tranche les questions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ça n'a jamais été fait. Et je le regrette parce qu'au fond, bâtir un socle, et plus encore commun, sans savoir pourquoi on est ensemble, au-delà de... Vous savez, c'est une maison qui se fissure. Oui. On ne regarde pas les fissures, mais avec le temps, les fissures s'agrandissent. Moi, je prêche pour que nous puissions nous parler vrai. C'est l'endroit où le dire. C'est-à-dire de se dire, il y a 18 mois, les Français ne nous pardonneraient pas, avant la présidentielle, avant que s'ouvre la séquence présidentielle vraiment, les Français ne nous pardonneraient pas qu'on soit déjà, par des petits calculs, à penser chacun dans nos boutiques. Mais c'est déjà le cas. Oui, mais il est encore temps de se ressaisir. C'est pas les vœux de nouvelle année, c'est les vœux d'entrée de vacances bientôt. J'aimerais assez, sur la question budgétaire, qu'on se dise, plutôt que de faire ce qui s'est passé et qui a contribué à la chute du gouvernement Barnier, les lignes rouges, je veux pas ci, jamais ça, jamais de cette façon-là, et il y a qu'à Faucon, si on pouvait se mettre d'accord quand même, au moins dans cet espace, qui a des membres de chacune de ces formations politiques au gouvernement, on fera un grand pas. Que personne ne s'inquiète, il y aura une présidentielle. Mais moi, je suis certain d'une chose, c'est que si nous donnons le sentiment de nous occuper de la présidentielle et pas d'aujourd'hui, les Français ne nous le pardonneront pas, et on pourra toujours discuter de tous les chevaux qui courent, personne ne sera dans la course à la fin. Je termine avec l'agriculture, parce que ça vous tient à cœur, vous avez été ministre de l'Agriculture. La France se bat contre la Commission européenne à Bruxelles à propos de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Les clauses de sauvegarde sont insuffisantes, dit le gouvernement français. Pensez que la France a une chance de réunir une minorité de blocage ? C'est ce qu'on fait depuis 4 ou 5 ans. Hein. Oui. C'est ce que nous a demandé de faire le président de la République. Si nous n'étions pas là, si nous n'avions pas œuvré comme nous avons œuvré pour l'instant, l'accord sur le Mercosur serait... Alors vous disiez la Commission. On se bat pas seulement contre la Commission, on se bat aussi contre d'autres États. De l'Union européenne. De l'Union européenne qui, eux, pensent que c'est un bon accord. Les Allemands pensent que c'est un bon accord. Les pays du Nord pensent que c'est plutôt un bon accord. Et donc ce que nous avons fait depuis des années, ma successeur Annie Genevard continue de le faire, c'est de faire en sorte de trouver une coalition de gens qui disent on ne rejette pas par nature les accords de libre-échange. Je rappelle que l'accord du CETA sur lequel on a tapé, il est bénéficiaire, y compris pour l'agriculture. Donc parfois on raconte aussi n'importe quoi sur les accords, parce que nous sommes un pays exportateur. Les céréales, on les exporte, le vin, on les exporte, et s'il faut m'expliquer qu'on va sauver la viticulture française en se repliant sur nos frontières, il faudra vraiment qu'on me démontre comment ça marche. Bon. Donc on peut avoir besoin, et on a besoin, et nous sommes une nation puissante, compétitive, qui fait de la qualité sur les produits agricoles, et qui donc doit pouvoir aller au marché export. Mais cet accord ne convient pas. Bon, donc l'idée que nous avons, c'est d'essayer de continuer à consolider une base de gens qui constituent une minorité de blocage. Nous allons pouvoir tenir, et vous pensez... J'espère, on voit la difficulté... à l'époque, on avait réussi à construire quelque chose avec les Italiens. Oui. Pas avec les Espagnols, alors que traditionnellement, avec les Méditerranéens, on s'entend sur les sujets agricoles. Avec mes collègues, on s'entendait bien sur le sujet, mais l'Espagne, évidemment, pour des raisons historiques et culturelles, on dit cet accord. Donc pour l'instant, ça tient. La vérité m'oblige à dire que pour l'instant, ça tient, mais c'est fragile. C'est fragile. Et que nous avons quelque chose qui est gênant. Et moi, je pense que nous avons un sujet plus structurel, c'est on peut pas avoir une Commission européenne
qui d'abord négocient des accords il y a 20 ans et les sortent 20 ans plus tard en disant c'est bon, c'est fait, sans qu'il y ait quand même un débat démocratique. Deux, qui ne tiennent pas compte à ce point, alors qu'elle passe son temps à nous embêter, pour pas dire autre chose, sur la transition énergétique, sur des critères qui sont très rigoureux pour les États de l'Union, à faire un accord avec des États qui ne respectent pas l'accord de Paris. C'est incompréhensible si on fonctionne comme ça. Merci Marc Fesneau d'être venu nous voir ce matin, 8h58, Sud Radio.